Oui, moi, je suis la responsable de l'agence Angers. Déjà, depuis environ plus de 10 ans, en fait, on travaille sur nos chantiers, on accueille et on forme en fait, des personnes euh, qui font partie de l'insertion par plusieurs biais, des agences d'intérim d'insertion, le GEC, aussi via l'ADEP. Et dernièrement, en fait, on a lancé un projet en partenariat avec Umando, qui s'appelle un projet WILD. Donc, c'est WILD Umando Inclusion Langue Diversité. Où, en fait, on a créé une formation de 13 mois euh, pour des postes de coordonnateur. Et le but, en fait, c'était d'avoir 10 stagiaires euh, une population en fait, de réfugiés. Voilà. En 2024, en fait, pour vous donner des chiffres sur nos chantiers, sur une globalité de 87 000 heures au global, on a fait 7 000 heures d'insertion, ce qui fait environ 4 temps plein à l'année. Voilà. Et nous, c'est quand même une culture depuis des années, déjà depuis plus de 10 ans, d'intégrer en fait des personnes qui sortent de l'insertion. Et vous, du coup, Madame Boiseau, votre entreprise? C'est une filiale d'un groupe allemand qui est spécialisé dans les services aux industriels. Donc, on va venir détacher la main-d'œuvre, sous-traitant, pour pouvoir pallier tous les services auprès des grands industriels. Donc, on va pouvoir cibler des secteurs d'activité comme la logistique, le nettoyage technique ou la gestion technique des bâtiments. La particularité du groupe, pour bien même il est allemand, quelques grands chiffres, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 23 000 collaborateurs. Pour la France, aujourd'hui, c'est quasiment 72 ETP avec une grosse partie d'ingénieurs. Puisqu'on a la particularité d'être assez récent, d'être assez jeune, on a créé la structure en 2021 avec une activité qui a démarré sur Angers en août 2023, puisqu'on a obtenu un premier gros contrat avec un grand nom qui s'appelle Scali, vous connaissez tous sur Angers. On va venir aujourd'hui se développer sur le territoire français avec et au sein du groupe des valeurs assez fortes sur l'inclusion, sur la diversité, puisque ça fait partie, ce sont des valeurs affichées assez clairement par le groupe. Et quand on parle de collaborateurs, on est présent sur le monde entier. Donc l'interculturalité, franco-allemand, c'est du quotidien, mais c'est aussi sur les communautés assez larges au travers le monde. Des valeurs assez fortes, qui fait que pour pouvoir lancer une activité, quand on parle de zéro, que ce soit sur Angers ou sur ailleurs, on était vraiment en mode start-up. En moins de quelques mois, nous devions pallier les recrutements à peu près une cinquantaine de personnes. Et sur le territoire en juin, on a travaillé assez fortement avec des acteurs comme l'ADEF, France Travail, mais aussi Umando, qui est aujourd'hui un de nos partenaires, qui nous a accompagnés dès le début à recruter et à intégrer des collaborateurs. Quelques chiffres également pour compléter. Je disais à peu près un peu plus de 70 collaborateurs. Aujourd'hui, dans nos effectifs, on a à peu près 10% de CDI permanents, 10% de nos CDI permanents, issus d'insertion. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler avec de l'insertion sous mode intérim, qu'on a transformé aujourd'hui en CDI, mais on a également travaillé avec France Travail, avec par exemple des stages d'immersion qui aussi ont conduit derrière à conclure des CDI permanents avec cette collaborateurs. Merci beaucoup. Monsieur Vallée, je vous laisse présenter très rapidement également Umando. Oui, alors en quelques mots, Umando, nous sommes une entreprise de travail temporaire d'insertion, comme vous l'avez souligné. Donc, on est à la fois une entreprise de travail temporaire et aussi une structure d'insertion par activité économique. Donc,
voilà, c'est conventionné donc à la dette. Et on accompagne aussi bien d'ailleurs des entreprises qui veulent bien une performance. Dans l'intégration de personnes qui ont besoin des freins généralement pas. Donc évidemment, les publics primo-arrivants, ça fait partie clairement des personnes qu'on accompagne, pas exclusivement, mais c'est en grande partie le cas. Aujourd'hui, nous, on est des agents généralistes. C'est vrai qu'effectivement, quand on pense entreprise du travail temporaire, donc personne qui a souvent bâtiment, c'est vrai que c'est une forte composante parce que c'est porté par la clause sociale, par le développement, le département. Pour autant, voilà, nous, on a à cœur aussi de développer nos activités dans tout type de secteur, y compris dans l'industrie, notamment dans la logistique, et aussi pourquoi pas dans le tertiaire. Et aujourd'hui, avec les publics dans le reste, on progresse ces secteurs-là à partir du moment où on a une confiance qui jette un peu faut pas un peu à faire le dire, on prend un peu de temps, patience pour les activités digitales comme la communauté. Merci beaucoup. Et justement, Madame Boigny, comment se déroule dans votre entreprise le processus de recrutement pour les primo-arrivants? D'abord, en fait, on travaille un peu en direct. On ne fait pas des offres d'emploi en direct. On travaille surtout avec des organismes en fait, qui vont déjà, eux, identifier nos besoins, donc faire des premiers rendez-vous avec eux pour identifier en fait des personnes qui peuvent être, enfin, où leur profil en fait peut nous intéresser. Donc on va travailler en fait avec les agents d'intermédiation, comme vous avez dit le GEP, on a à peu près une fois une personne par année en fait qui fait une formation GEP. Il y a aussi des job dating en fait organisés par l'ADEME. On a pas mal de recrutement là-dessus. Il y a aussi des CFA, en fait, il y a des portes ouvertes, en fait, qui permet aussi d'intégrer des jeunes dès 18 ans dans notre entreprise. Et bien sûr, avec le projet WIL, où là, c'est vraiment porté. Et, voilà. Donc, dans un premier temps, en fait, ces organismes vont faire un premier recrutement avec, ils vont faire ces niveaux de langue et puis profil qui pourrait correspondre à nos besoins. Et en plus, derrière, on fait des entretiens parce que, comme on l'a dit, l'échange est très important. En fait, on a un langage déjà, même si on ne comprend pas forcément sur l'entretien, sur tous les points, il y a déjà un langage corporel en fait, qui commence à s'instaurer, un vrai échange, et en fait, ça va nous permettre quand même d'orienter et d'adapter en fait l'éducation. Voilà. Est-ce que vous souhaitez compléter, Madame Boisron, sur ce que vient de dire Madame Boigny? Sur le territoire français, en fait, je verrai. Sur des job dating, c'est plutôt constructif. Et puis sur le reste de l'insertion, on est plutôt sur une tendenté via l'idée de renfort intérim avec la notion. Et du coup, je vous laisse la parole, Madame Boisron. Comment est-ce que vous accompagnez, vous, les primo-arrivants, dans leurs premiers mois au sein de votre entreprise? C'est sur les primo-accédants, sur ces fonctions aujourd'hui ouvriers, on les accompagne pas sur leur formalité de projet de territoire, parce qu'ils arrivent plutôt en amont et accompagnés par le monde. Donc ça, c'est plutôt le gros travail et l'accompagnement individuel qui est fait par l'agence. On va arriver après, beaucoup plus tard, sauf si certains collaborateurs sont embauchés en CDI. Plutôt dans un bon temps pour poursuivre leurs développement et plus renforcer les enfants. Est-ce que Madame Boigny, vous souhaitez compléter sur cette question? Il y a deux
différents. On a aussi l'engagement d'adaptation et on a du coup sur le contrat. Je me disais, on a moins de choses en place. Par contre, sur des profils où ça va être des stagiaires en fait qu'on va penser, comment intégrer dans l'entreprise pour en fait faire des formations orientées ou là comme on a fait un partenariat avec Mando, nous on met en place en fait un système de tutorat. Où vraiment c'est comme un alternant, on l'a dit, comme des alternants chez nous. On a un tuteur, un référent en fait qui peut aider un stagiaire. Ça permet en fait déjà de créer un lien, de créer un dialogue sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et en fait, des fois, on voit qu'il y a des familles, des difficultés à aller dire quand c'est compliqué avec la hiérarchie. Le fait de créer un lien de proximité, c'est très important en fait pour l'intégration dans le premier mois, parce que c'est quand même là où c'est le plus important. On a dit tout à l'heure, un peu culturel. Donc voilà, sur le projet, je vais en parler un peu plus parce que c'est vrai que c'était un projet assez important cette année. Ce qui a été mis en place, en fait, c'est on a présenté nos équipes, donc les chefs de chantier qui allaient avoir en fait les stagiaires primo-arrivants sur leurs opérations. C'était 2 projets. On leur a présenté aux chefs de chantier et aux futurs tuteurs, en fait, déjà le projet. Et chaque stagiaire, donc d'où ils venaient, leur structure, pour qu'en fait, il y ait déjà un lien. On leur a dit que c'était. Enfin, présenter aussi la différence qu'ils avaient entre leur culture et notre culture. Donc déjà pour intégrer que fallait prendre du temps. Et il fallait pas tout de suite stigmatiser en fait, parce que ça c'est l'important. Donc ça. Ensuite, derrière, en fait, ce qu'on a fait, c'est on les a intégrés en leur fournissant aussi des lieux de travail identifiés à l'entreprise. Ils avaient les mêmes couleurs que nous, nos compagnons. Donc, leur tuteur. Donc, en fait, aussi pour enlever souvent les personnes en fait, qui sont issues de l'intérim n'ont pas les mêmes looks que ceux au sein de notre entreprise. Et en fait, on stigmatise facilement en fait, par des liens par les vêtements aussi, par la base. Donc voilà tout ce qu'on a mis en place et après en fait on a un suivi au quotidien, mensuellement en fait des personnes évaluées sur justement l'intégration dans les équipes, les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Chaque mois, fait par le tuteur en fait. Il est un lien et un débriefing. Voilà. Merci. Quels ont été pour vous les principaux défis que vous avez rencontrés en recrutant des primo-arrivants? Est-ce qu'il y en a eu L'objet premier a été formé depuis les idées. On peut le dire aussi sur vos 7 à peu près ETP sont fidèles. Pourquoi? Parce qu'on a formé certains contrats de l'année dernière et d'autres sont toujours là en mission, en surcroît. Principaux défis, les former et s'assurer que les fonctionnaires et qu'ils étaient en capacité de pouvoir tenir le job et l'envie. Voilà un principal défi. Après, en termes d'intégration en tant que telle, en toute humilité, il n'y a pas eu de défi particulier, il n'y a pas de différence. L'intégration se fait de la même manière que tout le monde. Les cellules de travail en font partie, vous avez raison. On a aussi cette approche-là où on essaie de travailler, quel que soit l'origine de la personne. Et vous, Madame Boigny, quelques défis rencontrés lors du recrutement de primo-arrivants? Moi, je rejoins sur les règles de sécurité. Enfin, on est sur des secteurs en fait où c'est quand même primordial. Donc,
Donc, on arrive là sur une difficulté où c'est vrai que la langue, en fait, est sur la compréhension de la règle, où elle est primordiale, et en fait, l'échange doit être très important pour savoir en fait si on a compris la consigne. Et donc, en fait, c'est important, c'est important que les lecteurs, en fait, aussi prennent le temps de répéter, de savoir s'ils. Donc, en fait, il y a aussi de l'intégration, l'échange verbal, non verbal qui est à construire. Et en fait, c'est pas inné, c'est pas tout de suite. Et en fait, il faut prendre du temps. Donc, c'était ça. Et aussi, la barrière de la langue. Et on l'a bien vu dans les 4 points importants pour l'intégration. Et c'est vrai que ça peut être, c'est quand même un point sur un point. Il y a plus compliqué à trouver un code de langage se comprendre pour justement pouvoir s'améliorer, travailler en. Donc, bien sûr, oui, sur la langue, ça peut être important. On a vu, en termes aussi d'intégration et d'inclusion, on a vu recruter des collaborateurs, on les a formés, on les a intégrés. Oui, il y avait des consignes possibles sur le mode de travail. On a aussi travaillé ensemble pour faire monter en compétences et former des collaborateurs sur d'autres métiers. Donc, c'est une vraie montée en compétences, ça développe leur employabilité aussi sortie du giron au à faire. La barrière de la langue, concrètement, ça leur bloque à un moment donné des opportunités en interne, mais aussi en externe. C'est partie des leviers, après, des points sur lesquels on va continuer à travailler. Et du coup, est-ce que chacune d'entre vous, vous pouvez nous partager une réussite liée à l'intégration d'un primo-arrivant dans votre entreprise? Cette femme qui évolue, aussi assez rapidement pour le pays. Je pense que pour eux, c'est une bonne réussite. Et puis, on a des fidélités et puis de maintien aussi une évolution dans l'emploi. Ça fait partie de notre collaboration. C'était un index, un cas notamment d'un personne qui vendait des compromis, qui brûlait des Fox, qui étaient effectivement réfugiés, longtemps accompagnés précédemment d'ailleurs par des structures comme France Invasive, la question de travail régulièrement, et qui a mis une situation de handicap. Je ne sais pas trop, Sont passés de réfugiés qui, pour le coup, ont une barrière de la langue parce que un pas très bien le français, ne comprend pas forcément très bien. On a la chance d'être dans un groupe international, donc on se débrouille et on travaille beaucoup avec lui en anglais pour tout ce qui va être des échanges plus administratifs. Pour l'aspect opérationnel, c'est le plus valide des enquêteurs. Si pour vous résumer, il y a des vraies problématiques de handicap avec une main absente. Mais sur des jobs de manutentionnaire, peut contribuer, voire plus sur la cadence et qu'on a embauché un télévis avec un parcours depuis un peu plus de 2 ans et qu'on continuera à accompagner. La barrière de la langue répond un frein à l'instant T, mais on va trouver des solutions. Nous, on a plusieurs profils en montée au sein de l'entreprise. Après, pour le projet de Effort Bancheur, on a exprimé fin mai. On a 4 profils potentiellement identifiés embauchables. Une personne quand même que je ressors beaucoup, mais qui est vraiment très bien intégré au sein des équipes parce qu'il a fait plusieurs chantiers. Hein. C'est aussi une culture chantier qui est aussi différente. En fait, il y a la culture entreprise, mais il y a aussi de chantier en chantier, tout est différent, et même au sein d'une même entreprise. Et donc, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est en fait sur les chantiers où il passe,
et ben, tout le monde le connaît, tout le monde sait son prénom, et quand il est absent, tout le monde demande où il est. Donc pour moi, c'est une vraie intégration au sein, enfin, c'est une belle, enfin, ouais, c'est un point très positif pardon, pour moi. Vous avez parlé tout à l'heure, Madame Boisdron, de l'importance de former. Et du coup, quelle formation spécifique vous avez mis en place pour préparer les recrues ou les équipes déjà en place dans votre entreprise? Formation, on a faire nous ou en partenariat avec Mondo. L'exemple, ça peut être d'un manutentionnaire qui va suivre une formation de quelle tâche je peux conduire devant un chargé de la On peut être avec l'APA, le CFA aussi pour certains profils. Et là, la formation qu'on a montée de 13 mois, elle était portée en fait sur 3 mois en fait, de formation qui était théorique pratique, dont quand même 364 heures de FLE, avec aussi la notion de culture française, des codes au sein enfin, travailler en équipe ou juste ce qu'on fait pas en France et ainsi de suite. Voilà. Et après, en fait, là, actuellement, ils sont 10 mois au sein de notre entreprise, sur nos chantiers, et ils ont pu démarrer une formation en fait, qu'on a réalisée en interne, c'est les formations en situation de travail. Donc, pour des postes spécifiques, on a du coffreur-brancheur, on a du bardeur, des plombiers. Et en fait, c'est des cycles à valider qui permettent de faire étape par étape la redondance en fait sur les étapes et qui permet en fait d'activer la culture de la répétition. La répétition, ce qui permet quand même d'acquérir facilement de la pratique parce qu'on répète. Et donc, sur les chantiers, on a démarré justement cette partie formation en situation de travail, voilà, qui est interne au. Vous en avez parlé un peu du mentorat, tutorat. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs particuliers que vous mettez en place pour favoriser leur intégration? Par exemple, sur l'adaptation d'horaires ou ce genre de choses? On met aussi des référents. Quand c'est des contrats d'intérim, on met un référent de chez nous. Et après, sur l'adaptation d'horaire, on va plutôt s'adapter sur tout ce qui est lié avec les démarches administratives. Il va être les démarches de logement, il va être des démarches de la préfecture. Après, on oriente quand même plutôt, par exemple, on a plus de facilité à vendredi après-midi. On oriente si c'est possible d'avoir des rendez-vous comme ça. Après, si c'est un rendez-vous important, que personne ne peut pas louper, on les libère. Voilà. On adapte surtout pour qu'ils puissent avoir des démarches administratives fonctionnelles. Pour vous, Madame Boisdron? C'est à peu près la même chose, on va autoriser et laisser les collaborateurs gérer leur formalité administrative par temps, possibilité à un jour, comme ça peut aller à plus en fonction des lieux et sur lesquels ils doivent se rendre, si c'est sur Vendée ou sur Paris. À l'inverse, on peut subir voilà, leurs absences prolongées, soit pour un retour au pays, soit pour des formalités familiales. Donc ça, on peut avoir des cas de collaborateurs qui sont autorisés, qui sont en règle sur le papier, mais qui du jour au lendemain disparaissent. Donc je trouve un cas, et là, on consulte. Donc ça, c'est non pas le revers de la médaille, mais c'est avoir en tête effectivement un des enjeux aussi qui est non maîtrisable. Est-ce que vous souhaitez, M. Vallée, compléter là-dessus? Oui, aujourd'hui, on a plutôt une difficulté sur l'assiduité du public, hein, c'est une question du point d'emploi. Alors, sur les primaires, c'est particulièrement marqué parce qu'on a parlé tout à l'heure de la
sécurité. C'est vrai que je me dis, ça nous coûte des choses de prévenir l'employeur en avance, qu'on a un rendez-vous, etc. Par contre, c'est moins évident. C'est vrai que c'est un rendez-vous un peu du jour au lendemain, voire le jour même plus tard. Donc voilà, nous, c'est des choses qui peuvent faire des médias ou des entreprises qui les risquent. C'est vrai que c'est là où il y a un travail pédagogique auprès des publics. Donc là, c'est donc un système d'accompagnement socio-professionnel. On va ne débourse pas au niveau de l'accompagnement professionnel, ils ne sont pas là bien ça. Et après, aussi, on fait la prédiction des clients. Éviter que en fait une situation qui a été, franchement, on a dit, avec une compréhension de la particularité, ne soit pas au niveau immédiat. Par exemple, à la classique, une personne qui a des absences de journée comme ça dans l'équité, top, on arrête, on explique, on reçoit l'agence, on sait que ça ne pas faire comme ça, qu'il y avait d'autres façons de faire, on essaie de voir la chance de dire il y a tout sur les premières choses, après, évidemment, ça va être. Et du coup, au sein de vos équipes, comment vos équipes ont accueilli ces collaborateurs primo-arrivants dans votre entreprise? Peut-être Madame Boigny, si vous voulez. Alors, pour le projet, on a quand même mis en place beaucoup de choses pour qu'on soit bien accueillis. Après, la difficulté, c'est sur le long terme, où en fait, on met tout en place pour l'accueil, enfin, mettre en place le temps qui puisse s'adapter quand même à notre culture d'entreprise et autres. Et au bout d'un moment, il y a ce changement où il faut qu'eux arrivent à s'adapter, en fait, à l'effet inverse, où le temps où on a pris du temps, on a mis en place l'accueil, et ben, doit s'inverser. Et c'est plutôt eux qui doivent commencer à s'adapter à l'entreprise. Et donc, c'est là c'est difficile, et c'est là où il faut vraiment être vigilant, avoir l'oreille attentive. Et quand il y a des difficultés, pas hésiter à aller confronter en fait les problématiques, faire un point d'arrêt, un point d'échange en fait, pour remettre en fait dans le droit chemin. En fait, là, on part après de l'incompréhension, parce qu'en fait, c'est un changement. Et voilà, c'est du temps à passer, mais c'est primordial pour éviter que les situations en fait s'enveniment et qu'en fait, il n'y ait plus de retour en arrière. Pour vous, Madame Moidron? Pas de problématique particulière sur l'insertion, les équipes, même au sein même de l'équipe. Par contre, on rejoint l'enjeu sur le long terme de la pédagogie. Puisque voilà, le temps fait que le collaborateur après est intégré, puisqu'il y a une situation d'intérim et intérim. Et voilà, en qualité aussi de collaborateur, mais les droits et les devoirs, l'entreprise qu'on a et les collaborateurs aussi, les salariés. Donc c'est aussi toute cette approche-là qu'il faut continuer, dynamiser, échanger, communiquer, pour que le collectif tourne toujours. Et non pas qu'un individu non pas ait plus de droits, mais s'autorise plus de droits. Il faut aussi qu'on anime toujours ces équipes de personnes. Et que les intervenants, c'est l'inverse qui se passe peut-être, et c'est tout collectif qui prend son place. Je vais vous poser une question à vous maintenant, Monsieur Vallée. C'est quoi les principaux freins que rencontrent les personnes primo-arrivantes en insertion pour accéder à un emploi durable et comment Humando les accompagne pour surmonter ces freins? Vous l'avez évoqué un petit peu, mais si vous voulez apporter des éléments complémentaires. Je réponds de concert avec ma collègue Anne. Effectivement, aujourd'hui, donc, maintenant, Humando, on a la chance d'avoir des personnes qui sont expertes en accompagnement professionnel et social, notamment sur les personnes primo-arrivantes. J'ai eu la chance, quand on a installé l'agence en V, une collègue qui est chef d'emploi de ville, qui connaissait pas mal, j'avais public et l'entretien. Donc, on va dire qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect professionnel dans l'accompagnement, donc faire de travailler évidemment avec les personnes. Il y a un rôle de coach, notamment de travailler la posture professionnelle, de travailler les fondamentaux. C'est peut-être une évidence quand on y pensait
des réunions d'entreprise, etc. Bien que vous l'avez très bien avec un petit bémol, par exemple, on voit bien que par des problématiques intergénérationnelles, par exemple, les gens se comprennent pas en génération. Donc c'est vrai que la fortiori, quand on est dans un pays étranger qui n'a pas du tout la même culture, c'est d'autant plus renforcé. Donc voilà, il y a cet aspect, je ne sais pas si en parler, puis sur. C'est vrai que la cause des plus vivants, c'est l'agence. C'est la communauté. Grosse partie accompagnement, je répondais pas, mais qui nous, en fait, c'est notre quotidien quand même. Voilà, écouter, se remotiver, se réécouter, se reconnaître toutes les règles de l'entreprise. Et donc, voilà, on accompagne ces personnes au quotidien pour le travail, mais surtout pour ce qu'on appelle le frein périphérique. Et aussi, on accompagne mieux les entreprises pour faire en sorte que ça marche. Parce que nous, c'est vraiment juste un centre. Le but, c'est qu'ils aient tout besoin de documents et qu'ils puissent s'entraîner sur le long terme professionnellement. Merci beaucoup. Je me redresse à vous, Madame Boyer, Madame Boileron. Si vous aviez un conseil à donner à une entreprise qui souhaite recruter des primo-arrivants mais qui hésite encore à franchir le pas, quel serait ce conseil? Déjà bien préparé. En fait, bien réfléchir en amont. Quel public aussi. Nous, on a pu voir là sur la document que les personnes en fait, qui avaient pas du tout d'expérience dans le bâtiment, ça a été beaucoup plus dur, parce que le bâtiment, il y a quand même beaucoup de contraintes, que ce soit météorologique, quand on vient d'un pays chaud, le froid, la pluie, c'est très compliqué, ça peut être problématique pour eux. Voilà, de bien préparer en amont, et en fait, il faut se planter, et après, on sera juste. Et avec les expériences aussi, des expériences un peu des fois, où ça nous peine, on leur propose un CDI, puis ils ne veulent pas, parce qu'en fait, c'est aussi pas leur culture. Et ça, ouais, ouais, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais nous sommes dans le début. Mais voilà, c'est plein de points en fait importants. Là, justement, quand on a des déceptions un petit peu comme ça, on essaie de les anticiper, donc dire ceux qu'on a identifiés qui sont vraiment en potentiel, d'avoir un accompagnement plus approfondi en amont sur le CDI. Sur ça, en fait, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer. Voilà. Mais surtout à travers les entrepreneuriats, parce que finalement, on fait rien l'argent de l'autre. Donc, je pense que c'est ça le principal. Et puis après, être patient, prendre son temps, et puis faire preuve d'humilité, pour intégrer, et voilà, sur les mêmes fonctions. Et avec un peu l'accompagnement et de patience, que la pédagogie peut être là. Et puis peut-être y aller étape par étape. Nous, sur les 2 dernières années, on a plutôt été en méthode rush. On a, oui, beaucoup intégré, c'était plutôt bien passé. On est passé à cette phase de sélection, de transformation, et puis là, on va plutôt passer en phase maintenant, après 2 ans, de sécurisation et de voir comment on va accompagner le transfert pratique forcément, pour continuer à travailler dans
Une dernière question pour clôturer vos témoignages et un grand merci pour vos partages et retours d'expérience. Avec le recul, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience en tant qu'employeur, d'accueillir des primo-arrivants dans votre entreprise? Vraiment, des personnes qui sont. On parlait tout à l'heure d'agilité, mais si on nommait vraiment ce petit point-là, c'est plutôt des personnes motivées. Moi, je rebondis, c'est aussi une expérience humaine, je trouve, et aussi de donner la chance à des personnes de pouvoir s'intégrer en fait, dans un pays qui a du travail. Je trouve ça, enfin, personnellement, moi, je trouve ça vraiment, vraiment top. Il y a un vrai accompagnement parce qu'en fait, on l'a vu plusieurs fois, mais des cultures de travail très diverses et différentes en fonction des pays. Donc, il faut vraiment prendre le temps et faire un accompagnement sur mesure. Et on voit bien que les personnes en fait, qui déjà sont plutôt mieux intégrées en fait, dans la société civile, ont plus de facilité quand même à s'intégrer dans le monde du travail. Et je me dis que ça peut être aussi à l'inverse. Les personnes intégrées dans le travail, il faut aussi avoir les facilités à s'intégrer dans la vie civile. Donc voilà. Super. Un grand merci à vous.